Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité dans la grille des émissions de la radio et la télévision centrafricaine. Vous nous suivez un peu partout à travers le monde, dans les 4 coins cardinaux de la planète, à travers le bouquet satellitaire Canal+ et StarTimes. Nous sommes heureux, une fois de plus, de vous retrouver dans cette émission intitulée Parole au gouvernement, une tribune qui offre l'opportunité à chaque membre du gouvernement, chacun en ce qui le concerne, de dresser le bilan mi-parcours des réalisations à l'actif de son Excellence professeur Faustin Archange Touadéra pour son accession, le 3e anniversaire de son accession à la magistrature suprême de l'État en ce qui concerne son second quinquennat. Pour ce 9e numéro, nous avons le grand plaisir de recevoir sur ce double plateau de la radio et la télévision nationale son Excellence Monsieur le ministre d'État en charge de l'éducation, en l'occurrence Monsieur Aurélien Simplice Zingas, qui est déjà avec nous sur ce double plateau pour cet exercice démocratique. Merci à vous d'être de notre Excellence Monsieur le ministre. Merci à vous aussi. Nous serons naturellement deux pour entretenir cette entrevue avec vous. Estelle Karine Mazoumo, je suis journaliste à la direction des informations à la radio Centrafrique. Et moi-même, bienvenue Bissayo, présentateur de grandes éditions de la soirée. Je fais également office de directeur des informations sur cette même chaîne. Monsieur le ministre, nous ouvrons donc le bal de cette entrevue en exclusivité avec vous, nous savons pertinemment que vous venez d'intégrer le tout premier gouvernement de la 7e République, où vous occupez un poste stratégique. Il s'agit du ministre d'État en charge de l'éducation nationale. Que vous inspire cette marque de confiance de la part des plus hautes autorités de la République, notamment le président de la République, le chef de l'État, et quels sont les défis de l'heure qui vous attendent dans ce secteur très important pour le relèvement du pays? Je voudrais d'abord vous remercier de l'opportunité que vous me donnez, afin que je puisse, comme mes collègues, les autres membres du gouvernement, échanger aussi avec vous par rapport à cette émission qui est intitulée « La parole au gouvernement ». S'agissant de la question que vous venez de me poser par rapport au poste de ministre d'État que j'occupe en charge de l'éducation nationale, je voudrais moi aussi vous poser une question pour savoir si est-ce que vous avez lu la Constitution de la République centrafricaine. Si vous avez lu la Constitution de la République centrafricaine, vous n'aurez pas dû me poser cette question, parce que le président de la République, chef de l'État, est doté de tous les pouvoirs constitutionnels. Il nomme qui il veut, quand il veut, à des postes où il veut. Et c'est à ce titre-là que moi, en tant que centrafricain aussi, il a porté son choix sur ma modeste personne en me nommant ministre d'État en charge de l'éducation nationale. Je n'ai pas autre commentaire à faire sur cette nomination. Monsieur le ministre d'État, pouvez-vous déjà nous situer sur les enjeux et les défis aujourd'hui dans le domaine de l'éducation en République centrafricaine? Les enjeux sont énormes, tout comme les défis aussi sont énormes. Le premier enjeu aujourd'hui, c'est l'accès à l'éducation. C'est-à-dire, nous devons nous disposer des salles de classe. Nous devons construire des centres de formation. Nous devons réhabiliter des écoles qui sont tombées en ruine. Vous savez que notre pays vient de très loin à cause des différents événements que nous avons connus. Je veux parler des événements dramatiques, douloureux, depuis notamment 2011-2012. La cible principale de ceux qui ont créé ces événements, cette cible principale était nos écoles. Parce que sur leur passage, sur leur route, quand ces groupes armés arrivaient dans un village, le premier endroit où ils devaient s'installer, c'était dans des salles de classe. Et ils s'installaient, ils prenaient les tables bancs, ils les transformaient en bois de chauffage. Et ils enrôlaient même aussi certains élèves par la force dans leur groupe armé. Et donc l'école était devenue une cible. Aujourd'hui, nous devons disposer des salles de classe. Et c'est ce que le président de la République, chef de l'État, ne cesse de le faire. Nous nous battons pour construire des salles de classe, pour réhabiliter certains établissements qui sont tombés en ruine, pour créer
des écoles de proximité, les collèges de proximité, afin que l'école soit pour tous. Aussi, comme défi, c'est la question enseignante. Le premier défi, c'est la question enseignante. Vous êtes sans ignorer que le président de la République, chef de l'État, vient d'instruire le gouvernement pour procéder à l'intégration de 1500 enseignants. Et nous sommes sur le dossier qui est piloté par le Premier ministre, chef du gouvernement lui-même. Dans les tout prochains jours, le ministre de la fonction publique va signer les arrêtés intégrant 1500 enseignants dans le système éducatif centrafricain. En dehors de ça aussi, le gouvernement se bat d'ici la rentrée prochaine. Si tout va très bien, nous allons vers la contractualisation des enseignants avec la Banque mondiale. On aura à contractualiser au moins ces 6000 enseignants, dont 2000 du fondamental 2 et 4000 du fondamental 1. Donc, voilà les défis, les préoccupations. Et ajouter à cela, aujourd'hui, nous pouvons disposer des salles de classe, nous pouvons avoir des enseignants. Mais il nous faut aussi des manuels didactiques, des manuels scolaires. Il nous faut également former ces enseignants-là. Vous savez, c'est un métier très difficile, c'est un métier passionnant. Il faut de temps en temps aussi les recycler. Donc la formation continue fait également partie de nos défis. Donc en gros, c'est ce que je pourrais vous dire. Et pour en finir, mobiliser, chercher à mobiliser les ressources. Aujourd'hui, si vous voyez bien, dans la loi de finances de 2024, le président de la République a fait beaucoup d'efforts. Le budget du ministère de l'Éducation nationale est en augmentation de presque 4%. De presque 4%, contrairement aux années antérieures, contrairement au régime antérieur. Et en dehors de ces ressources nationales, le gouvernement se bat également pour obtenir d'autres ressources auprès de nos partenaires techniques et financiers tels que la Banque mondiale, tels que le programme alimentaire mondial dans le projet de cantines scolaires, tels que la BAD. Nous nous battons pour que ces défis, pour que ces enjeux-là soient régulés. Monsieur le ministre, poursuivons cette entrevue sur ce double plateau. La question épineuse de l'heure, c'est surtout la plainte des parents d'élèves dans certaines villes de la République qui, selon eux, se trouve qu'à ce jour, beaucoup plus, ce sont les maîtres parents qui battent le record par rapport aux enseignants qualifiés. Qu'en dites-vous et quelles sont les mesures prises par le département dont vous avez la charge afin d'arrêter cette hémorragie? Monsieur le journaliste, je vous disais tout à l'heure à l'entame de mes propos que notre pays vient de loin et que la première cible que nous avons connue, c'était l'école. Ça a impacté sur les systèmes éducatifs en général. Beaucoup d'enseignants sont partis aussi à la retraite. Beaucoup également ne sont plus de ce monde. Le besoin est criard. Le besoin. Il nous faut au moins 16 000 enseignants pour essayer de relever le niveau du système éducatif. Et je parlais tout à l'heure de 1500 que nous allons intégrer. Vous voyez la différence. D'ici la rentrée prochaine, si avec la Banque mondiale, nous réussirons à arriver à la contractualisation de 6 000, vous prenez 6 000 plus 1500, ça fait 7 500. C'est pratiquement la moitié. C'est déjà quelque chose. Et nous allons continuer. Le gouvernement, sous l'égide de son Excellence, Monsieur le Président de la République, va continuer toujours à intégrer progressivement pour que nous ayons vraiment un effectif important. Maintenant, si nous n'avons pas d'effectif dans une salle de classe, vous voyez une salle de classe qui comporte 200 élèves, plus de 200. Comment voulez-vous qu'un enseignant puisse bien suivre tous ces enfants afin qu'ils aient un niveau important? Et on parle de la baisse des niveaux. Je pense que c'est par rapport à la situation pléthorique dans nos salles de classe et également manque d'enseignants aussi
Et donc le phénomène des maîtres parents est arrivé à l'intérieur du pays. Et comme il y avait l'insécurité, les quelques enseignants qu'on avait ne pouvaient pas rester à l'intérieur du pays. Donc on préférait tous, pour se protéger, revenir à Bangui. Et ils ont abandonné l'intérieur du pays. Et maintenant, ce sont les maîtres parents qui sont là, mais nous sommes en train de prendre des mesures idoines avec cette vague d'intégration, non seulement cette vague d'intégration, mais aussi des contrôles systématiques auprès des inspections académiques. Vous savez que des réformes ont été faites et que dorénavant, les pays disposent de 20 inspections académiques, une inspection académique par préfecture. Nous allons également donner des moyens, pousser l'inspection générale de l'éducation nationale à être régulière sur le terrain pour contrôler la présence physique des enseignants qu'on affecte. Parce que quand on affecte les enseignants, ils prennent juste le certificat de prise de service, ils reviennent à Bangui et ils préfèrent aller dispenser des cours dans des établissements privés, alors que l'État les paye. Nous sommes en train de mettre tout un dispositif de travail en place. On va arriver à la digitalisation aussi de nos écoles. D'ici la rentrée prochaine, au niveau de Bangui, l'inspection académique de Bangui, nous allons commencer par là. Aucun enseignant ne va nous échapper. Même depuis notre cabinet, on va suivre la présence effective des responsables des établissements qui doivent eux aussi suivre les enseignants. Et aussi, des problèmes des écoles privées que vous avez soulevés, nous sommes en train de réfléchir pour mener une réforme profonde. Parce que certaines de ces écoles privées-là, qui naissent comme des champions, à l'époque où nous, on était jeunes, c'était des gens qui ne comprenaient pas, qui étaient chassés dans nos écoles publiques, qui partaient vers les écoles privées. Maintenant, c'est l'inverse. Mais nous allons remédier à cela. Des mesures sont en train d'être prises et que d'ici peu, vous connaîtrez la suite. Merci beaucoup, Monsieur le ministre d'État. Je crois que vous avez touché à la question qui allait venir concernant la baisse de niveau et manquement et formation de qualité, ainsi que la ruée maintenant vers les établissements privés. Mais rien n'empêche, Monsieur le ministre d'État, où en sommes-nous maintenant à l'heure actuelle avec le programme de la radio et de la télévision scolaire RTS entièrement soutenu par le gouvernement centrafricain? Oui, quand vous dites que le programme est entièrement soutenu, non. Le programme appartient au gouvernement. La radio et télévision scolaire est un outil de travail du gouvernement dans le domaine du système éducatif. Cette radio a été déjà installée, équipée. L'antenne, si vous faites un tour au niveau du bloc INIRAP, vous allez regarder cette radio-là. C'est pour cela que dans les quotas qui nous a été donné pour faire intégrer les jeunes centrafricains dans la fonction publique au niveau du ministère de l'Éducation nationale, on a réservé une place pour recruter vos collègues, les journalistes. Nous n'allons pas, avec la radio scolaire et télévision centrafricaine, nous n'allons pas à chaque fois venir vers vous, vous solliciter, vous demander pour que vous alliez animer l'émission au niveau de cette radio-là. Il nous faut des journalistes qui sont formés comme vous, qui sont des ressortissants des grandes écoles de journalisme et qui doivent être intégrés au niveau, qui vont devenir fonctionnaires du ministère de l'Éducation nationale et qui vont animer cette radio. Je pense que dans un très bref délai, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, grand maître des lettres et des arts, ira pour inaugurer cette radio et cette radio sera opérationnelle. C'est pour dire que ces journalistes qui vont intégrer la radio et la télévision scolaire seront des spécialistes de l'éducation désormais? Bien sûr, dans un premier temps, pas forcément des spécialistes, mais ils seront formés, ils seront recyclés. Pour avoir les éléments de langage. Avoir les éléments de langage, parce que nous sommes en train de mener des réformes, entre autres l'enseignement par exemple de la langue sango. Au niveau de nos écoles primaires. Quand vous sillonnez les pays voisins, par exemple la RD Congo, au niveau des CP,
un CP2, on enseigne en lingala. Et dans beaucoup de pays au monde, la seconde langue, la langue maternelle. Donc nous allons, à la rentrée prochaine, commencer à enseigner la langue sango. Donc pour tout ça, il faudrait que notre radio devienne opérationnelle pour commencer à faire un travail de sensibilisation. Et ces journalistes-là, au niveau de la direction générale de l'Institut national d'animation pédagogique, on va les former. Nous avons des gens, des formateurs, par rapport à des sujets précis où ils pourront amener à animer les débats comme vous le faites, à animer les émissions, parce que c'est une radio qui doit être à l'écoute de tout le monde. Monsieur le ministre, tout à l'heure, vous avez fait mention du ratio enseignant et apprenant en centrafricain qui est en déséquilibre. À l'heure actuelle, force est de constater que ce déséquilibre fait qu'il n'y a pas assez des enseignants qualifiés déployés sur l'ensemble du territoire. Alors dites-nous, où en sommes-nous à ce jour avec le processus d'intégration de plus de 1500 enseignants dans la fonction publique? Je vous disais tout à l'heure, monsieur le journaliste, que l'intégration est en train d'être faite dès que son Excellence, monsieur le Président de la République, chef de l'État, a donné des directives précises, des directives claires, en nous demandant de prendre en considération, en priorité, les promotions, les différentes promotions. Mais monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, a pris un certain nombre de textes pour mettre en place des comités stratégiques et techniques. Et nous aussi, au niveau de notre département, l'éducation nationale, nous avons mis en place un comité interne. Et moi-même, je suis le président de ce comité pour trier les dossiers, réceptionner les dossiers, voir les dossiers, contrôler physiquement les candidats, vérifier les diplômes, contrôler les diplômes, faire authentifier les diplômes. Nous sommes sur ces dossiers-là dans la journée d'aujourd'hui. À l'heure où je vous parle, au sortir d'ici, nous allons faire transmettre tous ces lots de dossiers au niveau et de la primature et de la fonction publique, et le comité technique stratégique va se réunir pour se prononcer conformément à nos besoins. Parce que vous savez, on nous a donné un quota. Je vous disais tout à l'heure que nous allons recruter, dans le quota qu'on nous a donné, nous allons recruter aussi quelques journalistes par rapport à la radio et télévision scolaire. Nous avons prévu également recruter quelques ingénieurs de bâtiments. Parce que nous avons une direction de la construction des bâtiments scolaires. J'en parlais tout à l'heure de la construction des salles de classe, de la réhabilitation des écoles. Il nous faut des spécialistes, des techniciens. Je ne peux pas trouver normal que les directeurs de la construction des bâtiments scolaires soient un philosophe. Ce n'est pas normal. Et donc, ces intégrations-là, dans les prochains jours, vont intervenir. Excellence, restons avec vous. Nous savons également que certains enseignants véreux qui sont affectés dans les villes de province préfèrent rester à leur propre guise, en plus à Bangui, capitale centrafricaine, et pourtant ils continuent à percevoir indûment le salaire de l'État. Quelles sont les mesures coercitives en ce qui concerne cette catégorie socio-professionnelle? Vous voyez, en venant ici pour faire cet exercice avec vous, j'ai préféré que mes principaux collaborateurs qui sont là viennent avec moi, afin qu'ils suivent également nos échanges. Les mesures draconiennes qui sont en train d'être prises au niveau du ministère de l'Éducation nationale vont ramener tout le monde au travail. Je dis bien tout le monde au travail, sans exception aucune. Au niveau de l'inspection académique de Bangui, par exemple, il y a un travail qui a été fait et les résultats provisoires, je dis bien, nous fait savoir qu'il y a au moins 205 enseignants qui sont dans la nature. Certains sont devenus même des journalistes de la presse écrite privée. Et à la fin du mois, ils perçoivent leur salaire comme professeurs de lycée,
professeurs de collège, comme instituteurs. Nous avons la liste. Nous sommes en train de faire un travail pour les ramener dans les salles de classe. Et s'ils ne reviennent pas dans les salles de classe, s'ils ne reviennent pas sur leur lieu d'affectation, nous allons passer à une autre vitesse. Et cette vitesse-là, vous la connaissez. Justement, Monsieur le ministre d'État, pour cette 7e République, le président de la République, chef de l'État, prône la rupture déjà. Alors, vous qui êtes à la tête de ce département si important, qu'allez-vous mener comme action ou quel plan stratégique allez-vous mettre en place pour redynamiser le secteur dont vous avez la charge? Vous avez dit plan stratégique. Si c'est stratégique, je ne dois pas dévoiler ici. C'est interne. Les principaux collaborateurs sont là. Nous ne baissons pas les bras. Nous avons beaucoup de réformes à faire. Nous allons être réguliers d'abord sur le terrain, nous-mêmes, pour contrôler la présence physique de nos collaborateurs qui sont les responsables des différents établissements, qui sont des enseignants, que ce soit au niveau du préscolaire, au niveau du fondamental 1, au niveau du fondamental 2. Et également, comme je le disais tout à l'heure, avec la digitalisation de nos écoles, les enseignants ne vont plus s'échapper. Nous allons les contrôler. Et nous allons renforcer aussi le pouvoir de l'inspection générale de l'éducation nationale en mettant des moyens importants, des moyens roulants même, à la disposition de cet organisme qui doit beaucoup jouer en plein temps son rôle. Le fait que les inspecteurs spécialisés, avec à leur tête l'inspecteur général, qui soit régulièrement sur le terrain, tant au niveau de Bangui qu'à l'intérieur du pays, les enseignants véreux vont commencer à avoir peur. Les enseignants véreux vont garder leur poste. Et aussi, des contrôles doivent être effectués régulièrement par rapport au volume d'horaires qu'on donne à un certain nombre. Parce que c'est à certains enseignants qui négocient avec les chefs d'établissement. Par exemple, vous êtes professeur de philosophie, il y a 3 classes de terminale, au lieu qu'on vous donne des heures comme il se devait, mais vous allez négocier, on va vous donner seulement peu d'heures. Le reste de votre temps vous permet d'être dans des établissements privés. Et tout ça, nous sommes au courant. Deuxième problème aussi, que nous allons chercher à régler très rapidement, c'est le problème de ces enseignants-là qui négocient et qui sont affectés comme bibliothécaires, comme surveillant général, comme intendant. Je vais vous citer un exemple. Je suis arrivé, nous avons reçu des directives précises de son Excellence, Monsieur le Président de la République, par rapport à la 7e République, où nous devons changer nos mentalités, nous devons changer nos comportements, nous devons changer notre manière de gérer notre pays. J'ai regardé au niveau de mon département, vous connaissez ce qu'on appelle les gestionnaires des lignes budgétaires. J'ai retrouvé un effectif de presque 33 gestionnaires de lignes. Et parmi ces gestionnaires de lignes, on trouve des instituteurs adjoints qui sont encore valides, très valides, et qui doivent être dans des salles de classe. Et ils jouent le rôle de gestionnaires. J'ai pris une décision, j'ai réduit l'effectif. De 33, on est revenu à 13. Les 20 autres là doivent regagner des salles de classe. On prend un lycée. Dans un lycée, on trouve 33 surveillants généraux. Alors que parmi ces surveillants généraux, ce sont des instituteurs, qu'on les nomme, des instituteurs adjoints. Quelqu'un qui vient de faire son intégration dans la fonction publique, à peine 5 ans, on le nomme intendant. On le nomme surveillant général. Mais non, 5 ans, on est encore très valide pour tenir la craie, enseigner les enfants. Nous allons combattre ça. Quand, dans un établissement secondaire, on dit 29 bibliothécaires,
alors que même parfois la bibliothèque n'existait pas, où il n'y a même pas assez de livres. Et nous savons qu'il n'y a pas assez de livres, c'est pour cela que nous avons dit tout à l'heure dans nos visions, une fois construit des salles de classe, une fois doter ces salles de classe à des tables bancs, une fois intégrer les enseignants, il faut aussi des manuels didactiques. Parce que tout ça, là, ça va de pair. Et on retrouve 29 bibliothécaires dans un établissement secondaire. On est en train de travailler sur tous ces dossiers et que d'ici à la rentrée prochaine, en dehors de 1500 enseignants, nous allons tout faire pour avoir peut-être 500, même à 1000 qui sont dans la nature. Je vous disais tout à l'heure, au niveau de l'inspection académique de Bangui, seulement, il y a plus de 200 qui sont dans la nature. Et si on fait la somme de ces enseignants qui sont dans la nature, dans les 19 autres inspections académiques, nous allons avoir un chiffre important pour les redéployer tous dans les salles de classe. Excellence, merci à vous d'avoir répondu promptement à nos interrogations. Nous allons donc momentanément suspendre cette entrevue puisque nous avons prévu également dans le contenu de cette émission d'exclusivité avec vous la question du public. C'est le peuple centrafricain qui va vous poser directement ou indirectement la question. Pour cela, nous allons vous inviter à suivre la question du public. Monsieur le ministre, bonjour. J'ai deux petites questions à vous poser. La première est celle-ci. Plusieurs établissements scolaires publics ne disposent pas d'une bibliothèque. Comment comptez-vous solutionner ce problème? Et la deuxième est celle-ci. Certaines salles de classe à Bangui, comme province, ne disposent pas de salles de table-banc au point que les élèves s'assoient à même le sol. Comment comptez-vous remédier à ce problème? Je vous remercie. Excellence, vous avez suivi avec nous l'interrogation de notre compatriote. La première question s'articule autour de l'absence des bibliothèques dans les établissements publics de l'État. Public sans vouloir faire du redondant. Et la seconde question, c'est un constat amer, c'est triste également, puisque dans certaines villes de nos provinces, il manque cruellement des salles de classe. Certains élèves s'assoient même à même le sol pour apprendre. Qu'est-ce que vous en répondez? Quelle est la solution pour y faire face? Je pense que l'école d'aujourd'hui, même l'école d'hier, l'école ne doit pas être considérée que comme l'affaire de Monsieur le Président de la République, comme l'affaire du gouvernement. L'école est l'affaire de nous tous, des parents, des enseignants, du gouvernement, des ONG, voire même des partenaires. L'absence de bibliothèques, je le disais tout à l'heure dans les explications, en vous répondant, j'ai dit que nous savons qu'il manque des livres dans des bibliothèques. Et j'ai dit, à cause des événements que nous avons connus, il y a eu beaucoup de cas de vandalisme dans des écoles. Des bibliothèques ont été détruites, dans certains endroits même brûlées. Et aujourd'hui, nous sommes aussi à l'heure de la nouvelle technologie. En dehors, nous, dans le budget, le gouvernement a prévu l'achat de milliers de livres. Des milliers de livres que nous allons acheter. On était même à l'extérieur du pays. On a été visiter avec mes collaborateurs qui étaient avec moi une imprimerie. Déjà, les discussions sont en cours. Nous allons acheter ces livres-là dans un premier temps sur même le budget propre de l'État et également des partenaires, notamment la Banque mondiale. La numérisation. Aujourd'hui, avec l'Internet, on peut également faire la télé-enseignement. On peut faire aussi la télé-enseignement. Donc, soyez-en rassurés que les dispositions sont en train d'être prises pour que le problème de manque de manuels didactiques
soit, je ne peux pas dire soit résolu, mais soit au moins réglé un peu. S'agissant des tables bancs, chaque année, avant même que je ne revienne à la tête du département de l'éducation nationale, il faut avouer, il faut le reconnaître, le gouvernement continue de faire beaucoup d'efforts. Je vous ai dit que les tables bancs, on les prenait pour en faire de cela le bois de chauffage. Quand vous promenez même sur l'avenue des Martyrs, en face de l'hôpital communautaire, il y a des blocs INIRAP qui est ici. Vous voyez les tables bancs qui sont stockés chaque fois. Mais le besoin est énorme. Les besoins. Nous sommes conscients. Je disais tout à l'heure aussi que dans une salle de classe, on peut facilement retrouver plus de 200 quelques enfants. Mais d'ici la rentrée prochaine, beaucoup de ces problèmes-là seront régulés, seront maîtrisés. Beaucoup de ces problèmes, puisque dans la loi des finances, le gouvernement a mis des moyens pour la fabrication des tables bancs, a mis des moyens pour les achats des livres, a mis des moyens pour la digitalisation de nos écoles, et nous allons commencer par l'inspection académique de Bangui. Ces problèmes-là seront résolus au moins partiellement. Monsieur le ministre, merci une fois de plus d'avoir répondu promptement à notre invitation sur ce double plateau de la radio et de la télévision nationale dans cet exercice démocratique qui consiste à passer en revue les grands chantiers mis à l'actif du gouvernement à travers le ministère dont vous chapeautez sous le leadership éclairé de son excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, pour booster le système éducatif national. C'est plutôt à moi de vous dire merci. Vous savez que le président de la République, chef de l'État, grand maître des lettres et des arts, en 2022, en marge du sommet des chefs d'État au niveau de New York, consacré à l'éducation nationale, a pris un engagement national pour la transformation de l'école centrafricaine. Et nous travaillons sur ça. Lors de la rentrée scolaire 2023-2024 qui a eu lieu à Bossambiri, dans son discours, le président de la République, chef de l'État, a donné des directives précises, a tracé la voie pour la transformation de l'école centrafricaine. Et c'est ce que nous essayons de mettre en œuvre pour que l'école devienne effectivement une école pour tous, pour que l'école centrafricaine ne se considère toujours pas comme un enfant orphelin. Nous étions deux pour animer cette entrevue en exclusivité. C'était Estelle Karine Mazmoufo, je suis journaliste, rédacteur en chef à la direction des informations à Radio Centrafrique. Et moi-même, bienvenue Bissayo, présentateur de grandes éditions de la soirée sur cette chaîne, en même temps directeur des informations à la chaîne de l'Unité nationale. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été de nous tout au long de cette entrevue en exclusivité qui reçoit aujourd'hui son Excellence, Monsieur le ministre d'État en charge de l'éducation nationale, en l'occurrence Monsieur Aurélien Simplice Zingas. Avec notre interlocuteur de marque, nous avons passé en revue la politique mise en place par son département pour l'amélioration du système éducatif en centrafricaine, sans perdre de vue les solutions idoines en ce qui concerne le sous-effectif des enseignants dans nos villes de province et la question liée notamment au déploiement des enseignants du fondamental 1, du fondamental 2 sur toute l'étendue du territoire afin de répondre aux occupations de l'heure ont été les principaux sujets abordés au cours de ces échanges consacrés essentiellement à l'émission Parole au gouvernement qui offre l'opportunité à chaque membre du gouvernement de pouvoir passer en revue les grandes réalisations à l'actif de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État. Excellence, Monsieur le ministre d'État, l'équipe de la radio et la télévision centrafricaine par ma voix vous remercie une fois de plus. Merci.
national. Nous invitons une fois de plus nos amis du côté de la régie pour la projection de films documentaires mettant en relief les réalisations physiques à l'actif de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, dont nous sommes en train de préparer à l'heure actuelle le 3e anniversaire de son accession à la magistrature suprême de l'État en ce qui concerne son second mandat. Nous allons nous retrouver juste après pour l'analyse de cette entrevue, cette fois-ci en langue nationale. À tout de suite. Nous sommes au cœur du continent africain, en plein centre de l'Afrique, où se trouve un pays assez particulier, la République centrafricaine. Un pays qui pendant longtemps est secoué par des troubles sécuritaires, l'empêchant ainsi de rejoindre la course au développement. Fort des difficultés et sa bataille pour ramener la paix et la sécurité, puis le versement régulier des salaires, bourses, pensions et arriérés de salaires, les populations centrafricaines ont décidé de choisir démocratiquement cet homme qu'elles jugent digne, d'où son élection au premier tour pour diriger le pays. À peine achevé son premier quinquennat, il a pu tracer un chemin meilleur pour le Centrafrique et l'Afrique en général. Basé sur la transformation et l'émergence de la République centrafricaine, sa vision inspire même les autres pays africains. Qui est donc cet homme qui a pu faire un tel prodige en si peu de temps? C'est le professeur Faustin Archange Touadéra. Il est compté parmi les présidents les plus diplômés de l'Afrique, avec plus de 7 diplômes scientifiques en maths physique, dont 2 doctorats en mathématiques pures, issus de l'Université scientifique de Lille 1 en France et de Yaoundé 1 au Cameroun. Un monsieur exemplaire, avec une morale irréprochable, qui par ses actions citoyennes s'est vu décerner plusieurs titres honorifiques à son actif sur le sol national. Il a occupé plusieurs postes de responsabilité dans la fonction publique, ce qui fait de lui l'un des fonctionnaires de haut niveau sur le plan mondial. On ne peut parler des travaux scientifiques qu'il a exécutés durant son parcours professionnel sans pour autant parler du nombre incalculable de conférences et congrès internationaux qui enrichissent sa vision dans le domaine politique et autres. En même temps qu'il combat la crise sécuritaire, il s'investit dans la construction du pays, comme en témoignent plusieurs réalisations, tant à Bangui qu'en province.